Je n'avais que 8 ans quand il m'a regardé droit dans les yeux, la main posée sur ma tête comme pour me bénir. Il m'a dit doucement « Après cette mission, je rentre, ma princesse. » Il sentait la sueur, le sable, la fatigue. Mais dans ses yeux, il y avait cette lumière qui disait qu'il y croyait. Moi aussi. Je me souviens de la chaleur de ses bras, du bruit de ses bottes sur le sol en ciment. Il avait laissé sa valise dans le coin de la pièce, comme s'il revenait le lendemain. Il a embrassé ma grand-mère sans un mot, puis il est parti. Je suis restée là, figée, en regardant la valise. Je l'ai cru. Cette phrase, je l'ai répétée chaque soir. Après cette mission, il revient. C'était devenu ma prière secrète. Je la murmurais en touchant son peigne, encore humide de ses cheveux courts. Ma grand-mère ne disait rien. Elle regardait par la fenêtre, en silence, chaque fin d'après-midi, comme si elle aussi attendait. Puis les semaines sont devenues des mois. Une lettre est arrivée. Froide, officielle. Mort au combat. Pas de détails, pas d'adieu. Seulement un mot, nécessaire. C'est ce mot-là qui m'a volé l'enfance. Qu'est-ce qu'une mort nécessaire? Et moi, est-ce que j'étais nécessaire? Je suis allée voir la valise, toujours fermée. Elle sentait encore un peu son odeur. J'ai collé mon visage contre le tissu rêche, j'ai respiré fort, comme pour le faire revenir. Ma grand-mère m'a tiré doucement en arrière. Y a rien là-dedans qu'on puisse réparer, ma fille. Elle avait raison. Mais je n'ai jamais cessé d'attendre. Pas lui, peut-être, mais un signe, une réponse, une explication. J'ai commencé à poser des questions. On m'a dit « C'était compliqué. Il a fait son devoir. C'était la guerre. » Des mots creux. Personne ne m'a regardé dans les yeux comme lui l'avait fait. Alors j'ai décidé. Un jour, je porterai le même uniforme. Je marcherai sur ses traces. Et peut-être qu'en marchant, je retrouverai quelque chose de lui. Une vérité. Ou une paix. Mais ça, c'était encore loin. À ce moment-là, tout ce que j'avais, c'était une promesse. De trop. Je passais devant elle chaque matin, chaque soir. Cette valise, posée dans le coin de la chambre, devenue presque invisible avec le temps. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Usée, rayée. Mais pour moi, elle pesait plus lourd que tout. C'était un cercueil sans tombe. Ma grand-mère ne l'avait jamais déplacé. « C'est son silence à lui », disait-elle un jour, en allumant une bougie. J'ai mis du temps à comprendre. La valise n'était pas un objet. Elle était un serment interrompu, une main tendue jamais revenue. Elle contenait l'absence. Un jour, j'ai essayé de l'ouvrir, en cachette. Mes mains tremblaient, mais le cadenas était là, fermé. Et même si je l'avais brisé, j'aurais trouvé quoi? Des vêtements, peut-être. Une brosse à dents. Mais pas lui. Pas son regard. Pas sa voix qui me disait « Je reviens ». Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai commencé à vivre autour d'elle, comme on contourne une blessure. Elle devenait un meuble, une frontière, un rappel. Chaque fois que je m'approchais, quelque chose en moi reculait. C'était trop tôt. Peut-être pour toujours. Avec les années, elle s'est couverte de poussière, mais jamais d'oubli. Je savais exactement où elle était, chaque centimètre. Je ne la regardais plus, mais elle me regardait, depuis le silence. Depuis l'instant où il est parti sans ouvrir la porte du retour. C'est étrange, une valise. Elle est faite pour transporter. Mais celle-là, elle ne portait que le vide. Et pourtant, elle m'a accompagnée partout, même sans bouger. Elle était dans mes cauchemars, dans mes questions sans réponse, dans mon besoin de devenir forte. Un jour, j'ai compris. Ce n'était pas à moi de l'ouvrir. C'était à moi de l'honorer, de la porter autrement, pas comme un fardeau, mais comme une mémoire, un espoir suspendu, un symbole de ce qui aurait pu être, et que j'apprendrais à transformer. Je suis née entre deux silences, celui d'une mère que je n'ai jamais connue et celui d'un père que je n'ai jamais retrouvé. Ma mère est morte en me donnant la vie, et lui, il est parti peu après,
aspiré par la guerre, avalé par l'histoire. Je suis resté dans les bras d'une vieille femme au regard triste et aux mains solides. On ne parlait pas d'elle à la maison. Ma mère, c'était une photo pâlie, posée sur une étagère, toujours la même robe, le même sourire figé. Ma grand-mère mettait des fleurs à côté parfois. Elle murmurait « Elle t'aimait, tu sais ?» Et je hochais la tête. Mais je ne savais rien. Quant à lui, il était partout et nulle part. Dans les histoires qu'on ne finissait pas, dans les silences après les repas, dans les regards échangés entre adultes quand je posais une question. Il y avait autour de lui une sorte de brume. Pas de colère, non, mais un grand vide. En grandissant, j'ai senti cette absence comme un manteau trop grand. Je regardais les autres enfants embrasser leur mère à la sortie de l'école, courir dans les bras d'un père en uniforme. Moi, je rentrais seule. Ou plutôt, je rentrais vers elle, ma grand-mère, mon seul port. Elle faisait tout pour me donner un cadre, une tendresse rugueuse, des gestes simples. Mais les ombres restaient. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander « Est-ce qu'on peut vraiment naître si personne ne nous attend ? Si on est le fruit d'un deuil et d'un départ ?» J'ai essayé d'imaginer leur voix, celle de ma mère en train de chanter, celle de mon père en train de rire. Je prêtais des sons aux souvenirs que je n'avais pas. C'était ma façon de survivre, de m'attacher à quelque chose, de ne pas flotter dans le vide. Je suis née dans une absence, mais j'ai décidé qu'elle ne serait pas une fin. Un jour, je la transformerai, en force, en chemin, en mission. Mais à cette époque, j'étais juste une enfant qui portait 2 fantômes et qui déjà avait appris à marcher en silence. Elle ne se plaignait jamais, même quand ses genoux craquaient au lever du jour, même quand l'eau manquait, même quand la solitude lui mangeait les nuits. Ma grand-mère, c'était une force tranquille, une montagne en jupe longue, le cœur usé mais jamais brisé. Elle avait élevé ses propres enfants, puis les enfants de ses enfants, et enfin moi, la dernière, l'enfant de la guerre. Elle disait souvent « On fait avec ce qu'on a, mais surtout avec ce qu'on devient ». Je n'ai compris cette phrase que bien plus tard. Elle vivait dans l'ombre, sans attendre de lumière. Ses gestes étaient lents, mesurés. Le café préparé sans un mot, les draps secoués au vent, les prières murmurées entre 2 respirations. Il y avait en elle une sorte de dignité silencieuse. Elle n'avait pas besoin de parler pour enseigner. Sa fatigue disait tout. Elle ne parlait jamais mal des absents, pas même de mon père. Elle se contentait de regarder l'horizon, comme s'il allait revenir par la mer. Et quand je pleurais, elle me prenait dans ses bras et chantait une berceuse sans parole. C'était sa façon de dire qu'elle comprenait. C'est elle qui m'a appris à ne pas mendier l'amour, à me tenir droite, même seule, à écouter les silences, à lire les douleurs dans les regards. Le monde est cassé, ma fille, mais ton cœur peut rester entier. Elle disait ça en posant sa main sur mon front, chaude et rugueuse. Je l'ai vue s'user pour moi, travailler plus que son âge, s'oublier pour que je mange mieux. Elle ne m'a jamais parlé d'amour. Elle l'a fait, chaque jour, dans chaque geste, dans chaque silence, dans chaque morceau de pain partagé à moitié. Elle était mon pilier, le socle de mon monde brisé. Et même quand la vie devenait trop lourde, c'est son souffle qui me portait. Elle ne m'a jamais quitté, pas vraiment. Elle est restée dans mes gestes, dans ma façon de tenir la tête haute, dans chaque silence que j'ai appris à écouter. Mon île sentait la mangue mûre, le feu de bois, et parfois le chagrin. Ce n'était pas un endroit triste, non, mais un lieu tissé de non-dits, de regards baissés, de souvenirs trop lourds pour être racontés. On vivait avec le passé comme on vit avec une cicatrice. On apprend à ne plus y toucher. L'école était loin. J'y allais à pied, en sandales trop petites, avec mon cahier serré contre moi comme un trésor. J'aimais apprendre. C'était mon seul passeport vers un monde différent. Mais même là, j'étais la fille du soldat mort, celle sans mère. Les enfants le disaient sans méchanceté, mais ça piquait. Les traditions étaient partout, dans les repas, dans les gestes, dans les chansons du soir. Je devais saluer chaque ancien avec respect, marcher droite, ne jamais lever la voix.
Le respect, c'est ce qui reste quand on n'a plus rien, disait ma grand-mère. Alors je respectais tout, même ce que je ne comprenais pas. Il y avait aussi les rituels, le deuil chanté, le rhum versé sur la terre, les photos encadrées dans des linges blancs. J'aimais ça, étrangement. Ça me donnait l'impression qu'on n'oubliait pas les morts, qu'ils restaient là, assis à table, invisibles mais écoutés. Mon père, lui, n'avait pas eu ça. Certains soirs, j'allais au bord de la mer. Je regardais les vagues et j'imaginais que le vent me parlait. C'était idiot, je le savais, mais j'avais besoin de croire qu'il y avait un langage que je finirais par comprendre. Celui des absents, celui des cœurs partis trop tôt. L'enfance n'a jamais été une fête pour moi, pas de jeu, pas de légèreté. Mais il y avait la nature, les goyaviers, les chiens errants, la pluie chaude. Et il y avait ce silence profond entre moi et le monde. Un silence que je n'ai jamais vraiment quitté. J'ai grandi dans les silences et les traditions, entre ce qu'on disait trop doucement et ce qu'on ne disait jamais. Et quelque part, c'est là que ma force a pris racine, dans ce sol ancien, blessé, mais vivant. Je ne suis jamais allé danser, jamais tenu la main d'un garçon sous les étoiles, jamais goûté au vertige d'un baiser volé derrière les arbres. Ma jeunesse n'a pas connu l'insouciance. Elle avançait raide, tendue, avec une seule idée en tête, m'en sortir. Pendant que d'autres rêvaient d'amour, de robes et de musique, moi je comptais les jours. Je lisais, j'étudiais, je travaillais dur. J'étais comme une flèche tendue vers un seul objectif, entrer dans l'armée, comprendre, rejoindre l'ombre de mon père. Peut-être même le retrouver quelque part, dans un souvenir ou un uniforme. On me disait que j'étais froide, fermée, que je devais profiter de ma jeunesse. Mais comment profiter d'un âge que je n'avais jamais eu? L'enfance m'avait échappé. L'adolescence, je ne la voulais pas. Je voulais des réponses, du sens, de la force. Ma chambre était mon sanctuaire. Un lit, une lampe, des livres. Parfois une photo de mon père cachée sous l'oreiller. Et cette valise, toujours là, dans un coin, je m'endormais en pensant à lui, à ce qu'il aurait dit, fait, pensé. Il devenait mon guide, mon excuse, mon horizon. Les garçons me regardaient, parfois, mais je détournais les yeux. Je ne voulais pas qu'on me touche, pas qu'on m'adoucisse. Je croyais que l'amour affaiblissait, que le désir faisait flancher les promesses. Et moi, je m'étais promis de comprendre la guerre, avant tout. Ce fut une période sèche, sans larmes, sans rire, comme si je gardais toutes mes émotions pour plus tard, comme si je devais me protéger de tout ce qui pouvait me distraire. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de place pour l'oubli, juste une ligne droite. Je n'étais pas heureuse, mais j'étais déterminée. Et parfois, c'est tout ce qu'on a, une direction, une volonté, et un vide qu'on veut remplir avec quelque chose qui ressemble à un héritage. Même si cet héritage, c'est un silence et une valise fermée. Le jour de mes 18 ans, je n'ai pas soufflé de bougie. Je me suis levée avant l'aube et attaché mes cheveux, mis mes chaussures les plus solides et suis partie m'inscrire. L'armée m'attendait. Je n'y allais pas pour la gloire. J'y allais pour lui, pour marcher là où il avait marché. On m'a regardé de travers. Une fille, noire, frêle, venue de l'île, toute droite comme un bâton de foie. Mais je ne tremblais pas. J'étais prête. J'avais fait le deuil de l'enfance, du plaisir, des rêves. Il ne me restait que ça, un uniforme à enfiler et une mémoire à défendre. Les premiers jours furent rudes. Les ordres criés, la sueur, la fatigue, les regards moqueurs. Mais rien ne me faisait plus peur que l'oubli. Alors je serrais les dents. Je répondais « Oui, chef » avec une voix ferme. Et chaque soir, en silence, je lui parlais. « Tu vois, papa, je suis là. » Je voulais sentir ce qu'il avait senti, la tension des missions, le poids du sac, le froid des dortoirs. Je cherchais des traces, des indices, une odeur. Mais l'armée ne garde pas les morts. Elle avance, elle forme, elle use, elle broie. Et moi, j'apprenais à marcher droit dans cette mécanique.
Pour la première fois, je n'étais plus la fille de personne. J'étais un matricule, une recrue, une promesse en mouvement, et même si je restais seule, je n'étais plus perdue. J'avais une direction, et parfois, la discipline, ça tient lieu de famille. Un soir, dans la cour, une pluie fine tombait. J'ai levé la tête et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais d'épuisement. Et peut-être aussi de soulagement. Je ne l'avais pas retrouvé, mais j'avais retrouvé une force en moi. Quelque chose qui me disait « Continue ». À 18 ans, je suis entrée dans l'armée française, non pas pour servir un drapeau, mais pour marcher vers mon père. Même si je ne le trouvais jamais, au moins, je serais passée par les mêmes routes. Et ça, pour moi, c'était déjà une forme d'amour. L'armée parlait fort, mais vivait en silence. C'était ça qui me troublait. Derrière les cris, les ordres, les chants cadencés, il y avait un mutisme profond. On n'expliquait rien. On obéissait. On encaissait. Et moi, dans ce silence, je cherchais des réponses. Je croyais naïvement que je finirais par entendre son nom. Dans une conversation, un rapport, une anecdote, comme si l'armée gardait une mémoire secrète, quelque part, enfouie dans un tiroir ou un vieux gradé. Mais non. Le silence militaire était une règle sacrée, intouchable. Il y avait des regards, des soupirs, des cicatrices sur les bras, des silences qui pesaient plus qu'un cri. J'apprenais à lire entre les gestes, à deviner les douleurs. Chaque soldat portait une histoire qu'il ne disait pas. Et moi, j'essayais de décoder la mienne à travers eux. Je me rapprochais des anciens. Je les écoutais parler de missions passées, de pays lointains, de frères d'armes tombés. Parfois, une date, un lieu, un mot me faisait tressaillir. Et je notais. Je gardais tout, comme si chaque fragment pouvait me rapprocher de lui. Mais plus je cherchais, plus le silence s'épaississait. Comme un brouillard qu'on traverse en vain. Et alors j'ai compris. Peut-être que le silence n'était pas un oubli. Peut-être que c'était une forme de respect, ou de survie, une manière de ne pas sombrer. À force d'écouter ce silence, je me suis tue aussi. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai observé, intégré, accepté. Ce n'était pas de la résignation, c'était une autre forme de quête, plus intérieure, plus patiente. Une fois muette, je n'avais pas encore trouvé de vérité. Mais j'avais trouvé une langue, celle des absents, celle des survivants. Un langage de regard, de silence, de mains posées sur l'épaule. Et parfois, c'était presque plus fort que des mots. La discipline, au début, c'était une armure. Levé à l'aube, lit au carré, dossiers classés, uniformes impeccables. J'ai appris à rédiger des rapports, trier des ordres de mission, gérer les mouvements de troupes. Tout était codifié, mesuré. Et dans ce cadre rigide, je trouvais une forme de paix. Je n'avais plus besoin de penser à l'absence, à la douleur, à ce qui manquait. Il fallait exécuter, organiser, être précise. Et chaque document transmis, chaque note correctement rédigée, me donnait l'impression d'avancer, d'honorer une mémoire que personne ne lisait plus. Je suis devenue forte, mentalement surtout, capable d'affronter le chaos sans trembler. Je maîtrisais les protocoles, les crises, les nuits sans sommeil. Mais plus encore, j'ai appris à contenir mes émotions, à les ranger comme mes dossiers, alignées, silencieuses, classées par priorité. Puis vinrent les premières missions à l'étranger. Je n'étais pas au front, non, mais j'étais là, dans les zones tendues, derrière les radios, près des convois, dans les centres logistiques où les décisions tombent comme des obus. J'étais l'arrière qui voit tout, sans tirer. Je me suis sentie utile. Vraiment. Rassurer un jeune soldat, transmettre un appel à la bonne heure, organiser le rapatriement d'un blessé, c'était discret, mais vital. Et à chaque geste, je pensais à lui. Est-ce qu'il a eu quelqu'un là-bas pour veiller sur son nom ?
Les missions m'ont changé. Elles ont fissuré l'armure, m'ont confronté à la perte, à la peur, à l'injustice, mais aussi à la tendresse inattendue, celle d'un regard fatigué, d'un mot écrit à la hâte, d'un silence partagé au milieu du vacarme. La discipline m'avait construite. Mais ce sont les missions, même derrière un bureau poussiéreux, qui m'ont appris à ressentir, à comprendre que servir, ce n'est pas seulement exécuter, c'est porter, préserver, et parfois pleurer seul, quand personne ne regarde. Je n'ai rien dit à personne. Mais quand j'ai vu l'ordre de mission, j'ai senti mon cœur rater un battement. Afrique centrale. Le nom du pays n'était pas exactement le même que celui des papiers de mon père. Mais la région, les souvenirs, le sol, c'était là. J'allais marcher sur ses traces. Le voyage fut long. Avion militaire, bruit de métal, odeur d'huile et de sueur. Dans ma tête, des images que je n'avais jamais vues, mais que j'imaginais depuis l'enfance. Mon père, jeune, fatigué, marchant sur cette terre rouge. Peut-être en pensant à moi. Je suis descendu avec le reste de l'équipe logistique. Mon uniforme m'allait comme une peau seconde. Personne ne savait que, pour moi, chaque pas était une prière. Je regardais autour, comme si le sol allait me parler, comme si la poussière gardait sa voix. Le camp était modeste, un poste avancé, peu de moyens. Mais chaque lieu, chaque arbre, chaque souffle de vent avait pour moi une intensité particulière. Je cherchais des signes, une coïncidence, une silhouette, une vieille photo pendue quelque part. Mais rien. Je parlais avec les anciens du poste. Certains avaient connu des Français d'avant, mais personne ne se souvenait d'un nom, d'un visage. Il n'y avait que le silence. Encore. Un silence plus chaud, plus lourd, comme si même la terre avait oublié. Et pourtant, une nuit, seule, je suis sortie marcher, pieds nus dans la poussière. J'ai levé les yeux vers les étoiles africaines, et j'ai pleuré, doucement. Pas de douleur cette fois, mais comme si enfin, il était là, non pas pour me répondre, juste pour m'écouter. Cette première mission, je n'en parle que rarement. Pas parce qu'elle est secrète, mais parce qu'elle me serre encore la gorge. Il n'y a pas eu de miracle ni de vérité révélée, mais il y a eu quelque chose d'invisible, quelque chose qui m'a ancré. Là-bas, j'ai senti que mon père n'était plus seulement un fantôme. Il était une trace en moi, une force. Il y avait une manière précise de plier le drapeau, une rigueur presque sacrée. Chaque pli, chaque coin, chaque mouvement du bras obéissait à un protocole silencieux. Et moi, à chaque fois que je le faisais ou que je le voyais faire, je pensais à lui. Je me demandais s'il avait eu droit à ça, à ce tissu replié avec soin, à ces mains gantées qui saluent en silence, à ce moment figé où l'on suspend la douleur juste assez longtemps pour dire « on n'a pas oublié ». Mais je savais que non. Mon père était tombé loin, discrètement, sans cérémonie. Pour les autres, ces gestes faisaient partie du devoir. Pour moi, c'était une prière, une réparation symbolique. Je faisais attention à chaque détail. Je redressais bien le coin, je ralentissais le geste, comme si, quelque part, je pliais aussi celui qu'il n'avait jamais reçu. Il y avait des cérémonies dans la base, des hommages, des adieux. Je les vivais avec une émotion étrange. Pas de larmes, je ne pleurais plus, mais une tension sourde dans la poitrine, comme si, à chaque fois, je portais deux deuils, celui du soldat du jour et celui de mon père. Je n'osais jamais en parler. Ce n'était pas le lieu, pas le temps. Et puis, il y avait cette pudeur militaire, ce besoin de ne pas trop montrer. Alors je gardais tout pour moi. Mais parfois, dans la salle des drapeaux, je restais seule, un peu plus longtemps, pour penser à lui. Un jour, un jeune soldat m'a dit « On dirait que vous priez quand vous pliez le drapeau. » J'ai souri. Il avait raison. C'était ça, ma façon de prier, pour tous ceux qu'on avait oubliés, pour tous ceux qui n'avaient eu ni cercueil, ni nom, ni hommage, et pour lui.
Chaque drapeau plié me rappelait celui qu'il n'a pas reçu. Et dans ce pliage précis, il y avait mon chagrin, mon respect, ma fidélité. C'était ma manière à moi de lui dire « Je ne t'oublie pas ». Il s'appelait Armand. Je ne le connaissais pas depuis longtemps. Il était affecté à la logistique comme moi, discret, drôle, toujours prêt à aider. On partageait la même tente, les mêmes repas, les mêmes silences du soir. Et puis un jour, il n'a plus répondu à l'appel. C'était une attaque surprise, loin de nous, mais les éclats ont volé jusqu'à notre poste. Il n'a pas crié. Il s'est effondré, doucement, comme s'il s'endormait. J'étais à quelques mètres. J'ai couru. Je l'ai tenu dans mes bras. Ses yeux étaient encore ouverts, et dans ses yeux, j'ai vu mon père. Ce n'était pas la même guerre, pas le même lieu, pas la même époque. Mais c'était le même départ, le même vide soudain, la même question sans réponse. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi toujours les meilleurs, les plus doux, les plus silencieux? Je l'ai veillé toute la nuit. Pas comme une collègue, comme une sœur. Je lui ai murmuré des choses que je n'avais jamais dites, que je portais depuis l'enfance. C'était lui, mais c'était aussi l'enfant que mon père n'avait pas pu prendre dans ses bras. Le lendemain, on a plié un drapeau, on a fait ce qu'il fallait. Les mots, les gestes, les silences. Mais moi, à l'intérieur, je tremblais, parce que je savais désormais ce que c'était. Mourir sans prévenir, partir sans promesse, et laisser derrière une valise fermée. Depuis ce jour, je regarde chaque camarade autrement. Je les écoute mieux. Je note leurs rires, leurs tics, leurs habitudes, comme si je voulais graver quelque chose, au cas où. Parce qu'on ne sait jamais, et parce que la mémoire, parfois, est tout ce qui reste. La mort d'Armand m'a arraché un pan de moi, mais elle m'a aussi rendue plus vivante, plus attentive, plus humaine. C'est étrange à dire, mais c'est peut-être ce jour-là que j'ai compris ce que mon père avait dû ressentir, juste avant de partir. Quelque temps plus tard, j'ai rencontré Michel. Je l'ai croisé un matin de brume entre deux déplacements. Il portait une blouse tachée, un stéthoscope pendu au cou et des cernes profonds comme des tranchées. Il ne parlait pas fort. Il écoutait. Et dans ce silence-là, j'ai reconnu quelque chose de familier. Michel n'avait rien d'un héros. Il marchait lentement, comme s'il portait le poids des corps qu'il avait soignés, et peut-être ceux qu'il n'avait pas pu sauver. Il avait ce regard de ceux qui ont vu trop tôt la fin des autres. Mais aussi, étrangement, une douceur qui survivait. On travaillait dans des zones proches. Lui au poste médical, moi dans la gestion des équipes et du matériel. Nos chemins se croisaient à la cantine, dans les couloirs de fortune, près des radios. Il me saluait toujours avec ce petit sourire fatigué. Je répondais d'un signe de tête. Rien de plus. Mais un jour, je l'ai vu s'asseoir, seul, près du mât du drapeau. Tête baissée, mains jointes, comme s'il priait. Je me suis approchée, sans parler. Il m'a regardé. Pas un mot, juste un regard. Et j'ai compris. Il portait, lui aussi, une valise invisible. Petit à petit, on a commencé à échanger. Quelques mots entre deux tâches. Une tasse de café posée, une remarque sur le temps, une anecdote sur une mission. Pas de confidence. Juste une proximité qui se tissait sans qu'on la nomme. Ce qui m'a touché, ce n'est pas ce qu'il disait. C'est ce qu'il ne disait pas. Sa manière de soigner sans brutalité. De regarder les autres comme s'ils comptaient encore, même au bord de la mort. Il avait ce respect rare, presque sacré, pour la douleur. Michel est entré dans ma vie comme une caresse sur une cicatrice. Discrètement, doucement, sans bruit. Et pour la première fois, depuis très longtemps, j'ai senti que je n'étais plus seule dans mon silence. Jusqu'à ce que nous survivions à une attaque qui a tout changé, je croyais pouvoir tenir encore longtemps. Mais ce jour-là, le vent soufflait si fort que la tente semblait vouloir s'envoler.
On avait dû improviser un abri en urgence, avec des bâches déchirées et des cordes trop vieilles. Il faisait chaud. Les radios crachèrent des ordres confus. Et puis, soudain, le calme. Un silence lourd, comme un vide avant la tempête. Michel et moi étions seuls, assis au bord de ce fragile refuge. Il soignait une entaille sur mon bras, rien de grave, mais ses gestes étaient plus lents que d'habitude, plus hésitants, comme s'il avait du mal à respirer, ou à rester debout. Je le regardais sans parler. Il avait les traits tirés, les mains fatiguées, mais ses yeux étaient clairs, lucides, doux. Il m'a demandé « Tu n'en as pas assez ?» J'ai haussé les épaules. « Si. » Et là, sans prévenir, il a murmuré « Et si on arrêtait ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, pas par peur, mais parce que ce mot « arrêter », je ne l'avais jamais vraiment envisagé. Tout dans ma vie avait été mouvement, devoir, survie. Arrêter. C'était trahir? Abandonner? Ou peut-être enfin vivre? Le silence entre nous était dense, chargé de fatigue, d'espoir et de peur. Il m'a tendu une gourde. J'ai bu, et j'ai senti quelque chose fondre en moi, comme si ce moment suspendu, entre deux rafales de vent, ouvrait un autre chemin, un chemin hors de la guerre. On n'a rien signé ce jour-là. Aucun serment, aucune promesse. Mais dans ce regard échangé, cette tente bancale, ce souffle court, il y avait une décision. La nôtre. Une graine minuscule plantée dans la poussière, celle d'un futur à deux. Ce jour-là, on ne s'est pas avoué d'amour. On s'est avoué une envie, celle de poser les armes, les blessures, les peurs, et de construire autre chose. Quelque chose de simple, quelque chose de vivant, quelque chose qu'on n'avait jamais eu. Ce n'était pas une fuite, c'était un choix silencieux, mais puissant, celui d'aimer autrement, loin des cris, loin du danger, d'aimer non pas comme un refuge, mais comme un acte de résistance. Une manière de dire « je veux la vie ». Michel et moi n'avons jamais écrit de lettre de rupture avec l'armée. Nous avons simplement rendu nos badges, nos uniformes, nos silences. Il y avait de la pudeur dans ce départ, de la fatigue aussi, et surtout une immense soif de paix. On a quitté le camp ensemble, sans grande cérémonie. Quelques regards, un sac sur l'épaule, et cette sensation étrange de revenir de la guerre, même sans avoir combattu en première ligne. Parce que survivre, déjà, c'était lutter. Je me souviens du train, du paysage qui défilait, des mains de Michel posées sur ses genoux, calmes. Nous ne parlions presque pas, mais nos corps, eux, étaient déjà tournés vers autre chose, vers un champ, une maison, une table, des enfants qu'on n'avait pas encore, mais qu'on espérait. Aimer Michel, ce n'était pas un coup de foudre, c'était une respiration lente après l'apnée, une chaleur douce sur une peau restée trop longtemps froide. Il ne m'a jamais demandé d'oublier. Il m'a offert autre chose, le droit de poser ma douleur et de vivre autour d'elle. Il a connu mes silences, mes cauchemars, mes absences. Il ne cherchait pas à les guérir. Il les accueillait, comme on accueille un invité fatigué, sans juger, sans presser, avec du thé, une couverture, un peu de lumière. Le choix d'aimer, pour moi, a été un acte de courage. Non pas fuir la guerre, mais choisir la vie. Et pour la première fois, je ne marchais plus vers le passé. Je marchais vers quelque chose, vers quelqu'un, et surtout, vers moi-même. Je me souviens du jour où j'ai rendu mon uniforme. Il était propre, repassé, plié avec soin, comme un dernier hommage. Mais mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, de gratitude peut-être, ou de tristesse, ou des deux. Personne ne m'a retenu, pas parce qu'on ne m'aimait pas, mais parce que ceux qui restent savent. Ils savent que certains départs ne sont pas des fuites, ils sont des passages, des renaissances. Et parfois, le plus grand courage,
c'est de partir. Je suis sortie du bâtiment administratif avec un simple sac. À l'intérieur, quelques papiers, une médaille, un carnet. Et dans le cœur, un monde. Des visages, des odeurs, des drapeaux, des nuits sans fin. Et ce silence que j'avais appris à respecter. Les premières semaines ont été étranges. Le corps se détend. Mais l'âme continue de marcher au pas. Je me réveillais tôt. J'attendais des ordres qui ne venaient plus. Et parfois, dans un geste banal, je me redressais comme si un supérieur allait entrer. J'ai appris à respirer autrement, à cuisiner lentement, à m'asseoir sans chronomètre, à écouter les oiseaux, les feuilles, le rire de Michel en lisant le journal. C'était nouveau, déroutant, beau. Mais je portais encore mes cicatrices, invisibles sous ma robe légère. Certaines nuits, je rêvais de bases militaires, de radios qui grésillent, de visages perdus. Je me réveillais en sueur, en silence. Et Michel posait simplement sa main sur la mienne, sans rien dire. C'était suffisant. Il savait que certaines guerres ne finissent jamais tout à fait. J'ai quitté l'armée. J'ai rendu l'uniforme. Mais les cicatrices, elles, sont restées. Pas comme des blessures, comme des souvenirs. Des lignes sur la peau de l'âme. Et chaque matin, en voyant mon reflet, je me disais « Tu es vivante. Tu peux recommencer. » Puis vint la maternité. Ce n'était pas une décision prise à la légère. J'avais trop vu partir, trop vu tomber. Donner la vie, après avoir tant côtoyé la mort, c'était un vertige. Et pourtant, un matin, dans la lumière douce d'une cuisine encore silencieuse, j'ai su. Je voulais être mère. Michel ne m'a pas posé de questions. Il a simplement pris ma main. Il savait que ce choix venait de loin, de mes vides, de mes silences, de cette enfance sans bras autour de moi, de ce besoin ancien de faire exister quelqu'un autrement que par la douleur. J'avais peur, bien sûr, peur de transmettre mes fantômes, peur d'être trop dure, trop absente, trop marquée. Mais il y avait aussi une foi neuve en moi, une confiance timide, fragile, qui me disait « Tu peux, tu ne sais pas encore comment, mais tu peux. » Les premiers mois ont été pleins de doutes. Chaque battement de cœur, chaque nausée, chaque changement dans mon corps me ramenait à toutes les femmes que j'avais croisées en guerre, toutes celles qui avaient perdu, attendu, espéré. Je marchais dans leurs pas, mais avec une autre promesse. Je parlais à l'enfant avant qu'il n'ait un nom. Je lui racontais des souvenirs que je n'avais jamais racontés à personne. Je disais à voix basse « Tu ne seras pas seul ». Et parfois je murmurais « Ton grand-père n'est pas là, mais il t'aimera à travers moi ». Ce jour-là, en décidant d'être mère, j'ai refermé une boucle. J'ai choisi de créer ce que je n'avais pas reçu, de réparer sans effacer, de continuer sans renier, d'accueillir la vie, même après tant de deuil. Parce que c'est aussi ça, survivre, faire naître après la perte. Je ne voulais pas être une héroïne, juste une femme, une mère, une mémoire douce dans un foyer simple. Et quand j'ai senti ce premier mouvement dans mon ventre, j'ai compris. J'étais vivante, pleinement, enfin. Quand mon premier enfant est né, j'ai eu peur de parler. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que mes mots étaient pleins d'ombre, de souvenirs trop lourds, de blessures bien rangées, et je ne voulais pas que ces silences deviennent son héritage. Puis un second est arrivé, avec le même cri, le même éclat de vie. Et là, le défi est devenu plus grand. Comment aimer sans transmettre la peur? Comment éduquer sans contaminer d'anciens silences? J'ai longtemps observé mes enfants dormir, jouer, rire. Leur innocence me bouleversait. Moi qui avais grandi dans le manque, dans l'attente, je découvrais un monde que je n'avais jamais habité, celui de la légèreté. Et c'était beau. Et ça me faisait mal, parfois. Michel m'a aidé à créer un foyer stable. Il savait que je portais encore l'uniforme dans mes gestes, mes horaires, mes réflexes,
Mais il n'en faisait pas un problème. Il me rappelait, doucement, que je n'étais plus en mission, que j'avais le droit d'être douce, lente, fatiguée. Je parlais peu du passé, mais je veillais à leur apprendre l'écoute, le respect, la patience, et surtout, l'amour sans condition. Je voulais qu'ils sachent qu'ils étaient aimés pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils feraient, que leur simple existence suffisait. Chaque soir, je les bordais avec une chanson inventée, des mots simples, une mélodie douce. C'était ma façon de leur dire « Je suis là », pas comme une militaire, comme une mère, une présence qui ne juge pas, qui n'attend rien, qui reste. Il y a eu des moments où mes vieux silences revenaient, des absences brèves dans le regard, des soupirs longs à la table. Mais mes enfants, eux, venèrent me prendre la main, sans savoir, comme si, intuitivement, ils comprenaient « Maman se bat encore, mais elle nous aime ». Élever mes enfants sans leur transmettre mes silences, ce n'était pas les oublier, c'était les transformer, leur offrir un langage nouveau, une mémoire paisible, un amour entier. Et cette promesse douce, tu ne grandiras pas dans l'ombre, je marcherai à tes côtés. C'est pour les 12 ans de mon fils aîné que nous sommes partis. Il m'a regardé un soir, entre 2 bouchées de gâteau, et m'a demandé « Maman, c'est comment l'endroit où tu as grandi ?» Je suis restée sans voix. Michel a souri. « Et si on y allait ? On pourrait même retaper un peu la maison pour y revenir plus souvent. » Alors, on est parti. Le retour ne s'est pas fait en fanfare. Il n'y a pas eu de cérémonie, ni de retrouvailles sous les applaudissements. Juste un avion, des valises, 2 enfants endormis sur mes genoux, et le souffle de l'île que je n'avais pas senti depuis des décennies. La Réunion, ma terre, mon silence. Tout semblait plus petit. Les rues, les maisons. Même la montagne avait l'air fatiguée. Mais il y avait cette lumière, cette chaleur humide, cette odeur de feu de bois qui remontait de l'enfance. Je marchais là où j'avais couru, là où j'avais pleuré. Mais cette fois, avec d'autres pas à côté des miens. J'ai emmené mes enfants voir l'école où j'avais appris à lire, le vieux marché, la plage où je regardais l'horizon en silence. Ils me posaient des questions, riaient, sautaient dans les flaques, et moi, je riais avec eux, tout en sentant ma gorge se serrer. Il n'y avait plus personne dans la vieille maison de ma grand-mère, juste des murs fatigués, un portail rouillé et une valise que j'avais laissée là, dans un tiroir. Je n'ai pas osé l'ouvrir, mais je me suis assise devant, longtemps, en silence, pour lui dire « Je suis revenue ». J'ai marché sur mes propres traces, lentement, pieds nus parfois. J'ai regardé le ciel de mon enfance, les étoiles identiques à celles que je croyais mortes, et j'ai compris que rien n'avait vraiment disparu. Tout était là, caché dans le temps, dans moi. Revenir, ce n'était pas redevenir celle que j'étais. C'était honorer ce qu'elle avait traversé. Lui dire « Tu peux te reposer maintenant. Tu as aimé, tu as perdu, tu as survécu, et surtout tu as transmis. Et dans cette île que j'avais tant voulu fuir, j'ai trouvé un berceau, un souffle ancien, une paix que je n'avais jamais connue. Parce que cette fois, je n'étais plus seule. J'étais entière, elle était toujours là. Dans la chambre du fond, là où dormait ma grand-mère. Le vieux coffre grinçait un peu, mais la valise n'avait pas bougé. Même poussière, même odeur de tissu ancien, même silence autour d'elle. J'ai posé ma main dessus, comme autrefois. Et j'ai attendu. Mes enfants étaient dans le jardin. Michel réparait une gouttière. Je me suis retrouvée seule, face à cette présence muette que je n'avais jamais su affronter. J'ai pensé, et si je l'ouvrais maintenant ? Mais mes doigts sont restés immobiles, comme si mon corps savait que ce n'était pas encore le moment. Je ne voulais pas briser quelque chose, ni réveiller un fantôme, ni prouver quoi que ce soit. Je voulais juste ressentir, écouter ce que cette valise murmurait, même fermée. Elle n'était plus une énigme, elle était un témoin, le dernier lien tangible avec l'homme que j'avais tant cherché. Je me suis assise au sol, à côté du coffre ouvert. J'ai fermé les yeux, et des souvenirs sont revenus. Mon père,
sa main sur ma tête, le dernier regard, le bruit des bottes, les silences de ma grand-mère, les nuits de veille en mission, le regard de Michel, les rires de mes enfants. Je n'avais pas besoin de clés, pas besoin de réponse. Ce que je cherchais depuis si longtemps, je l'avais trouvé ailleurs, dans les gestes, dans les bras, dans les choix. Cette valise, je la portais déjà, dans ma mémoire, dans ma manière d'aimer, dans ma façon de rester debout. Alors je l'ai laissée là, fermée, mais je l'ai entourée d'un tissu neuf, une promesse douce, un signe que je ne l'oubliais pas, mais que je n'avais plus besoin de forcer son ouverture pour honorer son contenu. Ce jour-là, j'ai ouvert le coffre, sans vraiment ouvrir la valise. Et pourtant, j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi. Une paix discrète. Comme si mon père, enfin, me disait « Tu peux continuer ». Après ce voyage de vacances à La Réunion, nous sommes retournés en France. La valise n'avait pas été ouverte, mais quelque chose en moi avait déjà bougé. Les garçons étaient encore petits, cheveux en bataille, pieds nus dans la cour. Ils sont revenus pleins d'histoires, disant que la terre de maman sentait la mangue, le café et le vent chaud. Je souriais, mais au fond, je savais. Un jour, je reviendrai. Les années ont passé, avec leur lot de beauté et de vitesse. Les voix d'enfants sont devenues plus graves. La maison, autrefois envahie de jouets, s'est faite plus silencieuse. Ils ont grandi, étudié, aimé, se sont mariés. Ils sont partis, portant dans leurs yeux un peu de mon histoire, et dans le cœur, la liberté d'écrire les leurs. Michel aussi avait commencé à fatiguer. Après des décennies à soigner les autres, il a choisi de se soigner lui-même. Quand la retraite est arrivée, il m'a regardé avec ce regard à lui, calme, vrai, et m'a dit « Et si on rentrait chez toi ?» Ce n'était pas une proposition, c'était un retour. Notre retour. Nous avons vendu la maison sans tristesse. Non comme ceux qui fuient, mais comme ceux qui referment un chapitre lu avec tendresse. Et nous sommes revenus. La Réunion nous a accueillis avec sa lumière intacte, ses odeurs de feu de bois et de sel. La maison de ma grand-mère, devenue la nôtre, s'est ouverte lentement, mur après mur, souvenir après souvenir. Aujourd'hui, nous vivons ici, dans une maison de bois clair, entourée de plantes que Michel soigne avec patience. Nous avons des poules, une vieille radio, des livres posés partout et une grande table toujours prête. Pendant les vacances, les enfants reviennent. Ils amènent les petits, remplissent la cour de rire, de voix qui courent, de pas qui battent sur la terre qui m'a connue en silence. La maison qui m'a vue muette écoute maintenant des histoires. La véranda qui a gardé mes douleurs abrite désormais des hamacs, des siestes, et l'odeur des gâteaux qui cuisent. Et moi, j'ai appris à me reposer, non dans l'oubli, mais dans la présence, dans la vie qui continue, tissée à celle qui fut. Un jour, alors que je pliais les draps dans la chambre du fond, ma petite fille a dit « C'est qui, ce monsieur sur la photo ?» Elle montrait un cadre ancien, posé sur l'armoire. « Mon père. » Je n'ai pas tout de suite répondu. J'ai juste souri. Il était temps. Je l'ai fait asseoir, puis j'ai appelé son frère. Tous les deux, jambes croisées, regards curieux, ils attendaient. Et moi, j'ai respiré. Profondément. J'ai cherché les mots, pas les mots d'un manuel, ni ceux d'une histoire triste, les mots vrais, les miens. C'était mon papa, ai-je dit. Il est parti quand j'étais petite. Il était courageux, il riait fort, il m'a appris à marcher dans l'herbe sans faire peur aux fourmis. Ils ont ri. Moi aussi. Et dans ce rire-là, j'ai senti que je pouvais continuer. Je leur ai parlé de son sourire, de ses mains grandes, de la valise qu'il avait préparée pour rentrer, et qui n'a jamais quitté le coffre. Je leur ai dit que j'avais longtemps été fâchée contre l'absence, et que c'est en devenant mère que j'avais commencé à comprendre. Ils ne m'ont pas posé 1000 questions, mais leurs yeux brillaient,
comme s'ils sentaient que ce monsieur, même invisible, faisait partie d'eux. Comme une racine, comme une chanson douce qu'on fredonne sans en connaître l'origine. En leur parlant de lui, je ne racontais pas seulement le passé. Je leur offrais une place, une lignée, une paix. Et cette nuit-là, en les bordant, j'ai murmuré à mon père, « Tu vois, ils savent que tu as existé, et ils t'aiment déjà. » Il y a dans le rire d'un enfant une vérité que rien ne peut imiter. Ce n'est pas seulement du bruit, c'est une lumière, une preuve, une présence pleine. Quand mes petits-enfants jouent dans la cour, je m'arrête souvent pour les regarder. Pas juste pour les surveiller, pour les écouter vivre. Ils inventent des mondes, grimpent aux arbres, construisent des cabanes avec des draps, des ficelles, des morceaux de bois. Ils crient « Attention aux crocodiles !» et courent comme si la jungle était réelle. Et moi, je souris. Mais au fond, je suis saisie par une chose étrange. Cette paix qu'ils ont, je ne l'ai jamais connue. Petite, je ne criais pas. Je ne sautais pas dans les flaques. Je ne faisais pas semblant d'être une exploratrice ou une magicienne. J'écoutais les adultes parler à voix basse. Je pliais le linge. Je regardais la mer et j'attendais. J'attendais quelqu'un ou quelque chose. Alors les voir, eux, libres, bruyants, heureux sans raison. C'est un miracle. Un cadeau que je n'ai pas reçu, mais que j'ai pu transmettre. Comme si en refusant de leur transmettre mes silences, j'avais permis à cette paix de s'installer chez eux. Une paix douce, vivante, insolente parfois, mais vraie. Parfois je ferme les yeux et j'imagine ce que j'aurais été si j'avais eu ce droit. Le droit de tomber, de rire fort, de faire du bruit. Et je ne pleure pas, parce que leurs rires me guérissent, parce que chaque jeu qu'ils inventent est une victoire sur ce que j'ai perdu. Je n'ai pas grandi dans la paix, mais j'ai fait pousser une paix nouvelle, une paix sans uniforme, une paix sans peur, une paix qui court pieds nus dans la boue. Et ça, c'est ma victoire la plus douce. Je n'ai jamais aimé les grands discours, les médailles, les honneurs bruyants. Je viens d'une lignée où l'on souffre en silence, où l'on continue sans faire de bruit. Alors j'ai longtemps cru que, pour mériter d'exister, il fallait accomplir quelque chose d'extraordinaire. Sauver le monde, réparer le passé, être utile, même dans l'épuisement. Mais aujourd'hui, à 72 ans, je comprends autre chose. Ce n'est pas la grandeur qui sauve, c'est la fidélité au quotidien, le courage de se lever encore, le choix, répété 1000 fois, de ne pas abandonner. Survivre, ce n'est pas fuir, c'est tenir. Même quand personne ne regarde, même quand tout paraît éteint. Je n'ai pas gagné toutes mes batailles. J'ai failli tomber plus d'une fois. J'ai pleuré sans bruit dans des tentes lointaines. J'ai enterré des amis. J'ai raté des adieux. J'ai porté des silences trop lourds pour une seule poitrine. Et pourtant, me voilà. J'habite un corps usé, mais debout. Je marche moins vite, mais plus lentement ne veut pas dire plus faiblement. Chaque ride que je porte est une phrase d'un chapitre écrit à la sueur du front, aux larmes retenues, à l'amour semé sans retour. Je ne cherche plus à prouver. Je ne cours plus derrière des réponses. J'accueille, j'écoute, je transmets. J'ai appris à bénir les jours simples, les mains chaudes, les silences partagés. Ma victoire est discrète, mais elle est là. Et elle suffit. Survivre, ce n'est pas le contraire de vivre. C'est une autre façon de dire « j'y étais ». Je n'ai pas fui. J'ai traversé. Et dans un monde qui oublie vite, continuer à aimer, à croire, à semer, c'est déjà un miracle. Continuer à aimer, à croire, à semer, c'est déjà un miracle. C'est avec cette pensée que je me lève chaque matin. Mais aimer, croire, semer, quoi? Et pour qui? Longtemps, j'ai cru que ce silence autour de mon père devait s'arrêter avec moi, que je devais le briser, le faire disparaître. Aujourd'hui, je comprends, ce n'est pas le silence qu'il faut briser,
C'est ce qu'on en fait qu'il faut choisir. Mon père n'a pas laissé de journal, pas de lettres, pas de vérité claire. Il n'a laissé qu'un vide et une valise fermée. J'ai longtemps porté ce silence comme une honte, une blessure secrète. Mais à force de le porter, j'ai compris qu'il n'était pas vide. Il était plein de tout ce qui n'a pas été dit et que je peux, moi, transmettre autrement. Ce silence-là, je l'ai nourri de mes pas, de mes choix, de ma manière d'être mère, femme, épouse. Ce silence est devenu une mémoire vivante. Pas un trou, mais une matière, une source d'écoute. Il m'a appris à tendre l'oreille quand les mots manquent, à reconnaître la douleur cachée derrière un regard, à dire doucement « Je suis là ». Je ne raconte pas son histoire comme on lit un livre, je la sème, par petites touches, dans les bras ouverts à mes petits-enfants, dans les conversations au crépuscule, dans le soin que je mets à ne pas fuir les questions difficiles, à leur dire que l'amour parfois existe même quand il disparaît trop tôt. Transmettre, ce n'est pas expliquer, c'est incarner. Mon père ne m'a pas tout dit, mais il m'a confié quelque chose, sans le savoir. Et maintenant, c'est à moi de faire passer ce feu discret, cette lumière silencieuse, cette foi dans la dignité de chaque vie, même brisée, même incomplète. À mon tour, je choisis de laisser des traces, non dans le marbre, mais dans les âmes, dans les gestes, dans les graines qu'on plante sans toujours voir les fruits. Le silence de mon père est devenu ma responsabilité, non pas comme un poids, mais comme un don. Un secret vivant à transmettre, sans bruit, mais avec amour. Cette vieille valise de mon père est toujours là. Dans le coffre, au fond de la maison. Sa poignée est un peu rouillée maintenant. Le tissu a jauni, mais je ne l'ai jamais déplacée. Je l'ai juste recouverte d'un tissu doux, comme on protège un souvenir qu'on ne veut pas exposer, mais qu'on ne veut pas oublier non plus. Pendant des années, j'ai cru qu'un jour, je l'ouvrirais, que ce jour serait solennel, presque sacré, que j'y trouverais peut-être une lettre cachée, une vérité, une clé. Mais le temps a passé, et j'ai compris. Ce que je cherchais n'était pas dedans. Il était autour, il était partout ailleurs. Cette valise fermée, c'est moi. C'est ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pardonné sans toujours comprendre. C'est mon père, c'est ma grand-mère, c'est Michel, c'est mes enfants, c'est mes silences et mes cris intérieurs. C'est la guerre, et c'est la paix que j'ai construite après. J'ai appris à aimer sans preuve, à croire sans voir, à honorer des absents en vivant pleinement le présent. Ce que cette valise contient vraiment, ce sont les fragments de tout ce que j'ai appris à aimer, même ce que j'ai perdu, même ce que je n'ai jamais reçu, même ce que je ne comprendrai jamais. Je n'ai plus besoin de l'ouvrir, parce qu'en racontant mon histoire, c'est elle que j'ai ouverte, morceau par morceau. Chaque mot, chaque souvenir, chaque larme, c'était un verrou qui sautait doucement. Aujourd'hui, je peux la regarder sans douleur, avec tendresse, avec reconnaissance. Certains legs ne passent pas par les objets. Ils passent par la mémoire, par les valeurs, par la capacité à aimer au-delà du visible. C'est ce que je veux leur laisser, et si un jour l'un d'eux soulève le tissu, il n'y trouvera peut-être rien. Mais il sentira, il comprendra. J'ai mis du temps à comprendre que certaines histoires ne se referment jamais. Elles s'adoucissent, elles deviennent des fils invisibles qui nous relient à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui viendront après. Je ne suis pas devenue héroïne, je ne suis pas allée au bout d'un combat, mais j'ai aimé, j'ai transmis, et j'ai pardonné. Parfois, c'est tout ce que Dieu attend de nous. Cette valise fermée, elle est devenue un témoin silencieux. Pas d'une guerre, mais d'un amour transmis à travers les générations. Et vous, que laisseriez-vous dans votre valise? Que gardez-vous précieusement sans oser encore l'ouvrir? Laissez un mot pour cette grand-mère. Peut-être qu'elle vous lit, peut-être que, d'une certaine façon, elle vous ressemble.